et au calcium. Donc, pardon, je ne vous ai pas donc démontré les résultats de cette étude. On avait démontré donc qu'il y avait une amélioration donc du temps de réhabilitation, diminution des épisodes de complications et des épisodes infectieux. Donc, il y avait en fait une amélioration de tous les paramètres également biochimiques de ces patients-là. Et puis également, les études qui ont évalué un régime hyperprotéique chez les patients ayant eu une fracture du col du fémur, et on va bien démontrer qu'il y avait donc une augmentation dans l'étude de 1998, par exemple de l'IGF-1, avec un effet significatif sur la masse osseuse, et il y avait également un effet bénéfique de ce régime hyperprotéinique sur la mortalité et sur l'amélioration des paramètres de dénutrition des patients qui sont opérés pour fracture du col du fémur. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Mme Dr Nadia, puisqu'elle nous a parlé des modalités et des avantages de cette prise en charge nutritionnelle du sujet âgé opéré pour le col du fémur. Cette prise en charge est souvent négligée par l'entourage. Si vous avez une question avant de passer à la dernière manifestation de cette matinée de la journée. Si vous voulez répondre à la question. J'ai après une petite intervention. Donc nous avons parlé des problèmes que posent ces malades et des approches qui, comme vous le constatez, c'est une approche multidisciplinaire. Et si on doit, pour assurer la meilleure prise en charge de ces patients, aboutissant à une meilleure qualité de vie, à une reprise rapide de l'autonomie tant que possible et permettant d'éviter les complications, diverses approches ont été proposées, parmi lesquelles diverses approches donc proposant un circuit clinique où des modèles interdisciplinaires et où des protocoles standards sont proposés. Et là, comme on l'a bien dit, tous les intervenants doivent participer à ces approches-là, qui sont généralement dirigées par les génieurs dans les services gériatriques où ces approches ont été réalisées. Bon, pour aller rapidement, faute de temps, donc je vous montre là les résultats de cette méta-analyse incluant 9 études cliniques, où cette approche a comporté une anesthésie loco-régionale, une antibiothérapie prophylactique, le contrôle des douleurs, la prévention des escarres, l'ablation précoce de la sonde urinaire pour des 24 heures, la prophylaxie thromboembolique et la nutrition associée à la réhabilitation ultérieurement. Ce qui a été constaté à court terme, c'est qu'il n'y avait pas d'amélioration de la mortalité hospitalière à cause de la survenue de pneumonie, mais par contre, il y avait une réduction notable des complications qui peuvent être prévenues, c'est-à-dire thromboembolique, escarre, infection urinaire, délirium et l'infection du site chirurgical. Parmi ces exemples de circuits cliniques, une unité d'orthogériatrie a été proposée qui comporte des gériatres, des chirurgiens, un anesthésiste référent spécialisé dans l'anesthésiste sujet âgé, la réadaptation, etc. Et ce, pour axer sur l'évaluation gériatrique aussi exhaustive que possible, une prise en charge périopératoire, donc pré et post, ce qui finalement, logiquement, devrait améliorer les résultats, mais sur le plan fonctionnel, l'amélioration du profil fonctionnel reste à trouver parce qu'il faut beaucoup d'études bien faites pour prouver que de telles approches sont rentables, parce que le problème majeur, c'est que l'approche multidisciplinaire est très variable selon le pays, selon même la région, selon le modèle de santé de la région, selon les habitudes, etc. Donc c'est vraiment très
comme approche, et la comparaison des unités en fonction des différences, de ces différences-là est un peu difficile. De toute façon, il est important, lors de ces interventions, d'assurer la mobilité précoce, la réduction de l'utilisation des psychotropes, des aides sensorielles, garder l'orientation telle que la mise à disposition d'horloge, du maintien de victimes graves, etc. Assurer l'accréditation des institutions qui prennent en charge est aussi très important. Et je passe rapidement pour dire que l'éducation du patient et des familles est très importante pour pouvoir assurer une planification, donc assurer le plan de soins après la sortie et assurer la prévention. Et dans le cadre de l'éducation, donc l'utilisation de certains auxiliaires, comme ça a été rapporté par le Dr Yahya, de certaines règles à respecter, par exemple, soigner tout foyer infectieux rapidement, consulter à temps, ne pas rater ses rendez-vous, etc. Tout ceci est très important pour assurer de bons résultats à long terme. Ceci a été dit. Je termine en rapportant les evidence-based guidelines en matière de fracture du col du fémur. Certes, on a parlé du temps de l'intervention, donc l'intervention devrait être précoce, comme ça a été dit. La prévention des escarres et de règles. L'oxygénothérapie est très importante, essentiellement pour les 72 premières heures qui suivent l'accident. La prophylaxie et la règle. Le type d'anesthésie, essentiellement le co-régional. Les chirurgies, ça a été discuté. Les draps sont souvent recommandés pour essentiellement pendant les premiers jours, essentiellement le premier jour. Concernant le cathétérisme urinaire, il est important de retirer rapidement la sonde vésicale si jamais elle a été placée. De préférence au cours des 24 premières heures, il faut l'enlever. Donc prévenir le délirium, l'état nutritionnel, la mobilisation, la réhabilitation, et je termine en insistant sur le traitement de l'ostéoporose. Les protecteurs posent problème sur leur efficacité prouvée dans les mises en de mais en ville ne sont pas très bien acceptés. En conclusion, donc fracture du col du fémur égale patient fragile, qui doit être bien évalué. Les indications de toute intervention doivent être bien réfléchies. Il y a certes des complications qui doivent être prévenues et les indications bien prouvées doivent être respectées. Toutefois, la morbidité mortalité reste élevée. La multidisciplinarité en périopératoire et capitale et après, la prévention est toujours intéressante pour prévenir et les fractures secondaires et la perte de la qualité de vie et de l'autonomie chez ces patients. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Mais je voulais dire quelques petits mots. Je vous remercie tous les trois pour la qualité de votre intervention. Quelques remarques générales. Vous avez bien remarqué que la fracture du col du fémur chez le sujet est une vraie catastrophe. Et je pense qu'il faut le dire et le dire et le dire et le redire. C'est un accident, dans la plupart des cas, qui est mortel, dans un bon pourcentage, sinon inutile. Donc la prévention, à mon sens, qui n'a pas été dite, est très importante. Il faut prévenir cela et la prévention commence déjà dès le jeune âge par plusieurs moyens. Et prévenir aussi parce qu'une fracture du col de fémur, chez le sujet âgé, je pense qu'elle est toujours ostéoporotique. Dans quelques situations, quand on parle de fracture du col de fémur, c'est-à-dire une ostéoporose. Et une ostéoporose, elle doit être diagnostiquée très tôt. Et moi, je pense que la substitution en vitamine D, vitamine D calcique, doit être obligatoire. Et obligatoire et de façon très précoce. Et chaque fois qu'il y a
On a pensé à l'ostéoporose, donc on l'a défini, il faut faire des explorations nécessaires, donc l'ostéodensitométrie avec ses règles de prescription et traiter une ostéoporose selon les nouvelles recommandations. C'est un élément, à mon sens, le plus important à faire passer avant d'arriver cet accident. On a vu que tout est difficile, tout est délicat et tout est complexe. Une petite question pour Dr Yahya. Concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens et fractures du col de fémur et sujets âgés, je ne pense pas que ça pourrait prévenir une des complications qui est cette calcification périprothétique qui, à mon sens, tout bien selon mes connaissances, n'est une complication que chez les sujets opérés d'une spondylorthite ankylosante, et on a bien prouvé et on propose de mettre les anti-inflammatoires afin d'éviter cette complication redoutable. La prothèse marche, mais la mobilité est mauvaise du fait de cette calcification. D'autant plus que le proposer comme ça chez des sujets âgés, vous savez, il y a certains médicaments, c'est vraiment l'iatrogénèse à max, tels que les anti-inflammatoires chez ces sujets qui ont souvent des problèmes de reins. Donc on va le mettre en insuffisance rénale. Je ne sais pas si tu es d'accord ou non. Voilà. Je ne pense pas que c'est un élément à utiliser chez le sujet âgé. Par contre, pour les sujets qui ont une spondylorthite ankylosante, c'est presque encore l'arrêt. Enfin, j'ai bien voulu que, c'est une journée de sensibilisation. Vous nous avez parlé de beaucoup de chiffres, mais c'est des chiffres étrangers. Je pense que quand on se réunit, moi j'aime bien qu'on parle de nos chiffres, de cette fréquence de la fracture chez nous, de la manière de les prendre en charge, que tous ces éléments qui sont théoriques et beaux, est-ce qu'elles sont pratiquées ou non, et comment on améliore. On sait tous que, tout à l'heure j'ai entendu une des intervenantes qui a dit, moi je suis dans un petit bled, effectivement, la réalité c'est comme ça, mais nous avons des gériatres, il y a des programmes, et on peut améliorer la prise en charge, mais faut-il faire un vrai état des lieux pour pouvoir proposer un petit programme. Petit à petit, on arrivera. La médecine en Tunisie, elle n'est pas catastrophique, mais il y a beaucoup de manques, mais il peut y avoir une intervention. Mon ami Boubacar tout à l'heure était un tout petit peu frustré parce qu'on n'a pas parlé de la gériatrie, mais parce que c'est une réalité réelle. La gériatrie n'est pas reconnue en tant que spécialité réelle et il n'y a pas cette intervention multidisciplinaire, à mon sens, dans nos hôpitaux. Il y en a des gériatres ou qui ont le titre de gériatre, mais qui font leur boulot un petit peu comme tous les autres. Par conséquent, s'ils le disent, parce que ça ne se passe pas. Et moi, je le sais, maintenant j'ai qui passe dans le service, et on a fait un travail. Et puis, on a pas mal de mes assistants qui ont fait de la gériatrie. Mais on ne pratique vraiment pas du tout cette intervention réelle de gériatrie chez les sujets âgés qui nécessitent en plus des soins qu'on leur donne, et on ne fait que donner des soins d'urgence ou non urgence, et que je pense qu'il fallait vraiment un peu sensibiliser chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces sujets, que ce soit dans la rééducation, les petits moyens, et je reviens un tout petit peu l'ergothérapie, c'est des moyens simples, c'est de l'artisanat. C'est pas la peine d'avoir un peu ce que vous nous avez montré, qui est très beau, luxueux et qui semble être cher. On peut faire des petits moyens simplistes, et j'aurais bien aimé que vous montriez des moyens qui ne coûtent pas très cher et que n'importe qui peut le faire. Un artisan, et vous lui dites comment il faut, et ben, il nous le fera, pas obligatoirement cette barre un tout petit peu difficile, deux petits clous et une petite barre qui est solide, et puis qui ne coûte rien du tout, et même le petit monsieur qu'on demandera le fera sans même être payé. Voilà ma petite intervention. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va... Oui.